Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Plein Phare, le podcast business 100% breton. Nous sommes Mathilde et Yann, deux entrepreneurs brestois dont l'objectif est de mettre en lumière la Bretagne et son dynamisme économique. Nous avons le plaisir de vous présenter un leader breton sur son marché, Tanguy Le Bihan, fondateur de Foil & Co. Foil & Co est le plus grand fabricant de foils pour les loisirs nautiques en Europe et commercialise ses 4 marques dans le monde entier. Si la plupart des foils sont fabriqués en Asie, Tanguy tient beaucoup au Made in France, voire même au Made in Bretagne. Il espère une production à 80% locale d'ici quelques années. Grâce à une croissance fulgurante depuis 2020 et un chiffre d'affaires multiplié par 3 en 2021, la société a dû déménager dans une usine plus grande à Pincran, toujours dans le Finistère. Dans cet épisode, découvrez un entrepreneur passionné qui porte de grandes ambitions pour le développement économique de la Bretagne. On vous laisse tout de suite rencontrer Tanguy Le Bihan et on vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Tanguy, merci beaucoup de nous recevoir ici chez Foil & Co à Pincran. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité s'il te plaît ? Je m'appelle Tanguy Le Bihan, j'ai 46 ans, je suis le papa de 4 enfants, donc je suis originaire de la région brestoise, j'habite Logonade-Daoulas. Alors mon activité, on a une société qui s'appelle Foil & Co qui est spécialisée dans la fabrication, la commercialisation et le développement de pièces pour les loisirs nautiques. Pour ceux qui ne sont pas familiers du terme, qu'est-ce que c'est exactement les foils ? Alors nous on fabrique des foils en carbone, ici sur place à Pincran. Un hydrofoil, c'est un appendice qu'on va mettre sous un objet flottant, un bateau, une planche à voile, un surf, et qui a une petite forme d'avion en fait, et qui va nous permettre de voler entre guillemets au-dessus de l'eau. Il y a une aile principale, comme une aile d'avion, et un stabilisateur. C'est vraiment comme un avion sous l'eau, et avec la vitesse, en fait, ça permet de créer de la portance et de voler avec très peu de traînée. Donc les foils, ça existe déjà depuis pas mal de temps, depuis plus d'une centaine d'années, mais c'est devenu un petit peu à la mode depuis, on va dire, une dizaine d'années, avec l'utilisation de ces appendices dans des bateaux très techniques pour la Coupe de l'América. Et après, ça s'est propagé aux loisirs nautiques dans lesquels on travaille, c'est-à-dire dans le kitesurf, le kitefoil, après le windsurf, le windfoil, et maintenant on utilise même ces appendices pour aller surfer des toutes petites vagues, ou des grosses vagues aussi, pour le surfoil. C'est quoi le but ? C'est d'aller plus vite, d'être plus stable ? Le but d'un foil, c'est pas forcément d'aller plus vite, ce sont des appendices qui peuvent être très performants. Quand je dis performants, c'est-à-dire qui vont avoir très peu de traînée, qui peuvent, à partir de très peu d'énergie, d'avoir des vitesses importantes, un peu comme un avion. Une fois qu'un avion... Au début, quand il est tanké sur ses roues, il y a beaucoup de frottement, de traînée. Une fois qu'il va voler, l'avion, il accélère et il est capable de traverser un océan sans trop de soucis. Le foil en loisir nautique, c'est-à-dire en surf, en wing, en windsurf, déjà, ça procure une sensation de glisse qui est incroyable et qui n'existait pas jusqu'à alors. On a une sensation de vol, on a vraiment l'impression de voler, c'est pas galvaudé ce terme. Donc ça, c'est fantastique. Après, en effet, les performances de cet appendice vous permettent d'aller utiliser ce qu'on appelle les conditions marginales, soit d'aller naviguer à la voile dans des tout petits airs, c'est-à-dire qu'avec très peu de vent, un hydrofoil bien réglé sur un bateau ou sur une planche à voile ou sur une wing va vous permettre d'aller à 4 fois la vitesse du vent. Donc ça, c'est vraiment impressionnant. En surfoil, ça permet aujourd'hui de pouvoir surfer une vague qui va faire 20 ou 30 cm de haut. Donc, ça ouvre des portes d'utilisation qui sont énormes, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir une côte extrêmement ventée comme on a en Bretagne. Donc ça, c'est super, on peut les naviguer sur des lacs, et on peut faire du surf, même en rade de Brest, on peut faire du surf en mer Baltique, dans certains endroits de Méditerranée. Donc ça ouvre des possibilités qui sont énormes. La seule contrainte, c'est le tirant d'eau, parce qu'un foil, c'est une certaine hauteur. Donc le tirant d'eau, si on n'a pas assez d'eau, ou si la mer est trop basse, si vous êtes sur la côte nord, par chez nous, la mer est trop basse, on risque d'avoir des problèmes. Mais sinon, c'est quelque chose qui est fantastique et qui se développe. Et aujourd'hui, dans les sports de glisse, ou même dans les bateaux de course, on le voit avec le Vendée Globe, le foil, c'est une techno qui est de plus en plus maîtrisée, et vraiment au cœur du sujet. Ouais. Tu disais que les foils, ça existait depuis une centaine d'années. Personnellement, je ne pensais pas que c'était aussi vieux. Je pense qu'il y a eu des améliorations entre les premiers foils et les foils de maintenant. Quelles sont ces différences ? Alors oui, la centaine d'années, en fait, les premiers foilers, c'était juste après les premiers avions. Ils se sont dit, ils n'étaient pas bêtes, on est capable de faire avancer un avion avec une aile qui va créer de la portance en fonction de sa vitesse dans l'air. On va prendre une aile, on va la diviser, on va faire une surface plus réduite parce que l'eau étant 800 fois plus dense que l'air, on va réduire ça, et puis on va mettre ça sous des bateaux. Donc les premiers foilers, ils ont plus une centaine d'années, ça c'est clair et net. Donc ça a fonctionné. Après,
il y a eu un gros développement des foilers sur des bateaux de transport, notamment les bateaux de transport à passagers. Il y avait un exemple à Brest, pour les Brestois qui se souviennent, d'un bateau qui s'appelait le Cometa, qui était un foiler russe. Parce que ces bateaux avaient été développés beaucoup dans les années 70, après la crise pétrolière, pour être capable de faire des bateaux rapides. Ok. On va pas dire qu'ils consommaient pas grand-chose, il y avait des gros moteurs derrière. Et donc voilà, on en voit encore des sujets. Il y en avait du côté de Hong Kong, il y en a en Grèce, et des choses comme ça. Et en fait, l'avènement du foil, notamment dans les loisirs ou dans la plaisance ou dans les bateaux de course, ça a été donc un développement des techniques, un développement des matériaux. Souvent, dans les foils, on va utiliser des matériaux assez nobles, c'est-à-dire qu'on va utiliser de la fibre de carbone, du titane, parce qu'il faut avoir des matériaux qui soient légers, qui soient extrêmement résistants, qui soient raides. Et donc la fibre de carbone, ça fait aussi assez longtemps que ça existe, mais depuis son utilisation un peu plus massive dans l'aviation ou dans l'automobile, a fait que, même si ça reste encore extrêmement cher comme matériau, le prix a été divisé par 10 il y a à peu près une dizaine d'années, quoi. Et donc ça a rendu possible l'utilisation au grand public. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement comment vous fabriquez un foil ? Alors, concrètement, comment on fabrique un foil ? Aujourd'hui, ici, nous, on fabrique des foils en full carbone, c'est-à-dire 100% avec du carbone, qu'on appelle du carbone pré-imprégné. On peut trouver différents types de matériaux, mais en général, on aura le carbone, puis on va avoir quelques foils, entre guillemets, bas de gamme, qui vont être fabriqués en aluminium. Nous, on a choisi, on travaille sur le haut de gamme, on travaille sur de la perf, donc on a choisi d'utiliser la fibre de carbone. Et on a développé un process qui est assez complexe pour être capable de développer une chaîne complète de production de pièces en carbone pré-imprégné, notamment des foils. Alors comment on fabrique un foil ? Donc on reçoit du carbone qui arrive sous forme de rouleau. Carbone pré-imprégné, c'est parce qu'en fait il est déjà imprégné de résine. Cette résine, on va la faire durcir sous l'action de la chaleur et de la température. Donc en fait, on va utiliser des moules qu'on conçoit et qu'on fabrique ici. On va mettre nos découpes de feuilles de carbone et tout ce qu'on a besoin de mettre à l'intérieur. On ferme ça, on fait une cuisson à haute température, haute pression. Et ça va nous sortir une pièce. Après, qu'on va finir avec de l'enduisage, avec du ponçage, pas mal de choses. Et à la fin, ça nous sert une super pièce qui est rigide, qui est magnifique, qui est durable et qui permet de voler au-dessus de l'eau. C'est assez rapidement résumé, mais en gros, ça correspond à de la pâtisserie avec des matériaux de luxe. Il faut respecter des bonnes recettes, faire attention à ce qu'on fait, et puis ça donne un très bon foil breton. Est-ce que tu peux nous raconter comment est né Foil & Co ? Quelle est la genèse de l'aventure ? Alors, Foil & Co. Alors moi, à la base, je suis architecte naval. Je suis toujours, d'ailleurs. C'est un métier qui me passionne. Et j'avais créé un bureau d'études, aujourd'hui même, il y a exactement 17 ans, un 1er avril. En 2006, que je ne dise pas de bêtises. Et donc, j'ai exercé mon métier d'architecte naval pendant 10 ans, et j'étais spécialisé dans les bateaux à moteur, même si la voile me passionne, mais j'ai opéré dans le domaine du motonautisme, on va dire, pour différentes raisons, parce que ça me plaisait énormément, parce que c'était technique. J'ai commencé tout le début de ma carrière, je faisais des bateaux de pêche. Voilà. Un pont à la baie chez Coprema. Après 2 ans, j'ai créé ce bureau d'études, et j'avais une idée en tête, c'était travailler les carènes et la propulsion pour faire baisser les dépenses d'énergie, parce qu'à l'époque, ça me semblait assez incroyable. Aujourd'hui, on en parle beaucoup avec des hausses du prix des combustibles, du gasoil, mais c'était un sujet que j'abordais déjà avec les marins pêcheurs il y a plus de 17 ans, puis c'est un sujet qui n'a d'ailleurs pas été extrêmement bien traité de ce côté-là pour eux. On en reparlera d'ailleurs un petit peu plus tard dans l'entretien, effectivement, Ouais. de cette thématique-là. Donc voilà, et j'avais créé SBE, j'ai eu un gros succès, je me suis occupé par exemple de faire l'ensemble des gammes de Beneteau pour les bateaux à moteur. Il fallait imaginer que dans la plaisance, depuis 10 ans jusqu'à aujourd'hui, le marché du motonautisme concernait 80% des ventes par rapport aux voiliers. Et puis, il se trouvait que j'étais quasiment un des seuls à faire ça en France. Donc, c'était une très bonne opportunité. J'ai travaillé sur des gros bateaux jusqu'à plus de 100 mètres. Et puis, à un moment donné, crise de la quarantaine oblige, je me activité qui fonctionnait bien, des projets qui fonctionnaient bien. J'avais envie de créer autre chose. Et on reviendra pour les foils, j'avais commencé à travailler un petit peu sur des foilers électriques, un petit peu en amont, mais j'avais aidé aussi un copain à fabriquer des hydrofoils pour le kitesurf qui s'appelle Bruno Sroka, qui a toujours une marque d'ailleurs. Et je m'étais dit, à ce moment-là, on avait du savoir-faire en Bretagne, en tout cas on savait faire des études, des choses comme ça, mais c'était assez compliqué de passer de l'idée au prototype et à la production. C'est-à-dire que, par exemple, on dit, tiens, on va essayer de fabriquer quelque chose, on allait voir des copains, on allait boire un coup au 4 vents à Brest, on trouvait des gens qui avaient des trucs d'usinage, qui bossaient pour des CNS, tout ça, ils disaient, ouais, pas de souci, tu passeras, et puis finalement, c'était compliqué, c'était trop de boulot. Et donc, ça m'est arrivé à 2 ou 3 reprises de devoir partir en Asie pour être capable de mettre rapidement une idée en œuvre. Et franchement, ça me chagrinait, je trouvais ça malheureux, donc je me suis dit,
J'aimerais bien créer un outil, c'était la jeunesse de Foil & Co, on est capable d'avoir un bureau d'études, d'avoir des idées, d'avoir un centre de prototypage rapide pour être capable de mettre rapidement ses idées, c'est ça qui a la valeur ajoutée aujourd'hui, c'est pas le fait d'avoir une idée, c'est être capable de la mettre rapidement en test ou sur le marché. Ouais. Et pourquoi pas de faire de la production. Donc voilà, d'où l'idée de créer Foil & Co, et ça a été entre guillemets une seconde vie après le bureau d'études pur où je faisais que de l'étude, du dessin, des choses comme ça, du design, à quelque chose d'un peu plus appliqué. Et puis en même temps, j'avais une autre envie, c'était de pouvoir toucher plus les objets. On avait vraiment une révolution de l'objet depuis quelques années. J'avais envie d'avoir une équipe autour de moi, pluridisciplinaire, c'est-à-dire pas seulement des gens qui pianotent sur un ordinateur, des gens qui vont toucher la matière. Donc ça, c'était vraiment l'envie, c'est ce qui s'est fait. Et puis voilà, on est parti à 2 sur le projet, et aujourd'hui, ça s'est bien développé, parce qu'on est plus de 30 dans les boîtes. Je crois qu'on est 32 ou 34 aujourd'hui. Foil & Co est le plus grand fabricant de foils pour les loisirs nautiques en Europe. Ouais. Selon toi, quelle est la raison de ce succès ? Alors, il y a 2 raisons, parce qu'on a bien travaillé déjà. On a mis un process qui est vraiment intéressant. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, pareil, quand on a créé Foil & Co, je vous parle de ça, c'était en 2016, c'est jeune 2016, donc il y a un peu plus de 6 ans. J'avais vraiment une envie de relocalisation. C'est-à-dire que je suis vraiment attaché aussi à développer l'emploi local en Bretagne, dans le Finistère. Enfin, vraiment, c'est quelque chose qui me passionne, de vraiment créer des équipes et de faire en sorte que les compétences ne s'en aillent pas. C'est pas le tout d'avoir des idées en Bretagne pour qu'elles puissent après elles soient surexploitées à l'autre bout de la planète. Vraiment, l'idée, c'était de créer quelque chose comme ça. Alors pourquoi on est devenu numéro 1 ? Parce qu'on a été capable de développer des bons produits, on a développé un process qui aujourd'hui est extrêmement performant. Et parce que aussi, on est au cœur de nos clients. Aujourd'hui, 80% des produits sur lesquels on travaille sont fabriqués en Asie, mais ce n'est pas les Asiatiques, ce n'est pas le Chinois qui va naviguer en foil, pour être très clair. C'est l'Européen, c'est l'Américain. Donc déjà, le fait d'être plus proche de ses clients, c'est mieux. Secondo, on a une explosion, nous, depuis le premier confinement, depuis la crise Covid. C'est-à-dire qu'après ce confinement, les gens se sont rendus compte quand même que d'avoir été enfermés chez eux, c'est quand même super agréable de pouvoir profiter de l'outdoor, de l'extérieur. Donc explosion de tous les sports outdoor, que ce soit nous, les loisirs nautiques, mais que ce soit sur le vélo aussi, éventuellement la course à pied, toutes ces choses-là. Et donc c'est parti de là, puis après le côté Made in France, ça nous aide un petit peu aussi, parce que les gens se disent finalement, tant qu'à acheter un produit, c'est plutôt pas mal. Et aujourd'hui, on a tellement développé de techno que finalement, on fait des pièces qui ne sont pas plus chères non plus qu'en Asie. Et la seule chose qui nous a bien aidé, c'est l'augmentation drastique du prix des transports. Donc les gens qui font que de l'import, ils se retrouvent avec des produits finalement où il y a toute une partie de la valeur ajoutée qui part dans le prix d'un container, et ça ne tient plus la route, le business. Donc nous, ça fonctionne. Ouais. Vous êtes très présent à l'international. Dans quel pays est-ce que vous vendez le plus ? Alors, on est présent à l'international. On était un peu plus présent à l'international avant la crise Covid. Après, justement, pendant le Covid, de toute façon, c'était assez compliqué de se balader, donc on a fortement développé, c'est-à-dire la France et les alentours. Ouais. Le pays où on vend le plus, c'est la France. De toute façon, la France, aujourd'hui, c'est pas forcément parce qu'on est français, mais la France, aujourd'hui, c'est le plus gros consommateur de loisirs nautiques dans le monde. Et ce sont les précurseurs. C'est-à-dire que ce qu'on voit aujourd'hui, ce que vous pouvez voir naviguer Rade de Brest à Concarneau, à Lorient et tout ça, on a 2 ou 3 ans d'avance sur les autres Européens et 3 ou 4 ans d'avance sur les Américains. Ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire que vous développez un produit, ça naît souvent en France, ça se crée en France, puis après ça se propage. Je prends un exemple, par exemple un sport qui est en énorme évolution et qui va devenir un sport massif, qui est le wing foil. Pour rappeler, c'est une petite planche, un foil dessous et puis une aile gonflable qui est une espèce d'hybride entre de la planche à voile et du kitesurf. Vous en avez sûrement vu sur le bord des plages, ça commence à pousser. On est extrêmement en avance en France. Il y a des pays qui commencent à découvrir ça alors que ça fait déjà quasiment 3 ans qu'on navigue avec ça ici en France. Donc ça donne un petit peu l'idée. Alors nos marchés, principalement la France, l'Europe proche, deuxième pays en gros c'est UK, le Royaume-Uni. Et on va vendre un petit peu aux USA. On a une velléité de se développer un peu plus là-bas, puis on va vendre jusqu'au Japon, en Nouvelle-Zélande, un petit peu partout dans le monde. Tu disais que le Made in France, c'était un atout. Est-ce que le Made in Bretagne, c'en est un aussi ? Parce que la Bretagne est assez réputée pour ses sports de glisse. Ouais, alors ça c'est intéressant comme question. Alors le Made in France, c'est un atout aujourd'hui, c'est pas forcément parce que les gens sont complètement chauvins, même si on n'arrête pas de leur tabasser ça dans les informations. L'atout principal, c'est de savoir qu'il y a une structure réelle et sérieuse qui apporte des services et qui est à proximité d'eux. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez acheter un produit qui est quand même relativement coûteux, une planche chez nous avec une voile, c'est un matériel qui coûte quand même relativement cher. De l'acheter à des gens qui font de l'import sur un site internet ou sur Wish, j'en sais rien, on n'est pas sûr d'avoir un retour si jamais on a un souci. C'est des sports techniques, on peut toujours avoir des petits problèmes de SAV, tout ça. Nous, on est là, à proximité de ces gens-là, pour apporter aussi un autre service. On ne fait pas que de vendre du matériel.
Après, le Made in Bretagne, alors en Bretagne, forcément, les gens sont fiers de savoir que c'est produit ici. Ça nous pose parfois quelques petites réticences en Méditerranée. Il faut mieux parler de Made in France par rapport à nos clients méditerranéens. C'est toujours une espèce de petite guéguerre entre les voileux de Méditerranée et les voileux bretons. Ça a toujours été comme ça, et ce sera toujours. Plutôt vu du côté des sudistes, mais bon. Alors c'est rigolo parce que vous me dites ça, mais c'est que là on a des nouveaux clients, on est en train d'ouvrir un nouveau marché au Pérou, où ces sports-là se développent. L'importateur qu'on a là-bas, il nous dit qu'on vient de Bretagne, il ne nous dit pas qu'on vient de France. Ouais. Voilà. Donc ça c'est intéressant. Ouais, il y a une image à l'international, je pense qu'il y a une image très intéressante dans la Bretagne. La croissance importante de Foll & Co a fait que vous avez dû récemment déménager sur Pincran. Vous étiez au Tréhoux juste avant, notamment pour augmenter les capacités de production, et tu nous as fait visiter toute cette partie prod juste avant l'entretien. L'autre objectif, c'est de tendre vers une usine 4.0. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est une usine 4.0 ? Ça, c'est des noms un peu à la mode, mais... C'est vrai qu'on les entend beaucoup en ce moment. Ouais. Donc en fait, l'entreprise, on l'a créée au début dans la petite commune du Tréhoux. Donc le Tréhoux, pour ceux qui ne situent pas, c'est pas très loin de Sizun, c'était pile poil entre les deux voies express, enfin la RN 165 et la RN 12, c'est au centre Finistère. Vous n'avez pas posé la question pourquoi on est arrivé au Tréhoux, c'était un peu par hasard, parce qu'au début, quand on voulait créer Foll & Co, on avait commencé à regarder du côté de Brest, dans les zones industrielles, au port, tout ça, on ne trouvait pas de bâtiments, on ne trouvait pas d'endroit vraiment propice, et puis un jour, je regardais, je ne sais plus sur quel site, Le Bon Coin, ou je ne sais pas quoi, j'ai vu ce truc-là, je me suis dit... je ne sais même pas où c'était le Tréhoux, je me suis rendu compte que finalement c'était à 20 minutes de chez moi, Logona, que c'était à 25 minutes de Brest. Je me suis dit c'est un endroit idéal pour commencer, et on a commencé là-bas, on avait 250 mètres carrés, on a fini avec 1000 mètres carrés. On a été super bien accueillis par la population locale, parce que je trouvais ça très intéressant que des gens complètement débiles viennent faire des feuilles en carbone chez eux, bref, au milieu des champs. Vraiment, on a eu des coups de main, donc ça c'était vraiment une expérience entrepreneuriale fantastique. Et je remercierai toujours les habitants du Tréhoux. Foll & Co est né au Tréhoux et se souvient toujours de ses racines. On a eu une croissance assez remarquable depuis 2-3 ans. Donc à la fin, on était beaucoup trop nombreux par rapport à la taille du site. On a commencé à poser des Algeco à l'extérieur. Il fallait qu'on change. Voilà, on avait un toilette pour 30 personnes, ça devenait un peu compliqué à gérer. On avait été élus pour une relance, on devait faire on avait dans le projet, puis le maire nous avait bien fait un coup de main pour faire un nouveau bâtiment là-bas. C'était pas si évident que ça de construire quelque chose de nouveau, parce qu'avec l'augmentation du prix des matériaux et toutes ces choses-là, construire quelque chose en ce moment, c'est très complexe. Autant vu de l'extérieur, monter une boîte en milieu rural, ça communique bien, c'est vachement chouette. Après, les partenaires financiers, ils vont pas forcément vous prêter 2 millions d'euros pour aller mettre une usine high-tech en plein milieu des champs. Enfin bon, il y a toutes ces choses-là qui fait que il fallait qu'on trouve un peu une autre solution, et donc on a eu la chance de trouver ce super site de Pincran, parce que je voulais pas bouger trop loin, il fallait pas perdre des salariés, parce qu'à un moment donné, si l'usine s'éloigne trop, c'est une équation complexe de faire un déménagement d'usine, mais ça tombait aussi, entre guillemets, au bon moment. C'est-à-dire que le faire plus tard, ça aurait été compliqué, de toute façon, on n'aurait plus assez de place. Et en effet, il fallait qu'on augmente la capacité de production, il fallait qu'on améliore la qualité de vie au travail, que ce soit dans l'atelier, que ce soit dans les bureaux. Parce qu'avant, c'était un petit peu roots, alors ça a un côté sympa, start-up sympa, mais par exemple, aujourd'hui, on essaie de féminiser un peu la boîte. À l'époque, vous aurez mis une fille, elle partait en courant, parce que franchement, c'était pas... J'ai un très bon souvenir du Tréhoux. Et après, alors qu'est-ce que c'est qu'une usine 4.0 ? C'est une usine où on va allier toutes les nouvelles technologies. C'est-à-dire que dans le site où on est aujourd'hui, on a un bâtiment éco-conçu, qui est bien isolé, on fait attention à la consommation d'énergie, on met en place des réseaux de communication plus modernes possibles, que ce soit visuel ou que ce soit techno. On utilise la techno de A à Z parce que aujourd'hui, justement, pour être concurrentiel, malgré que le prix des containers soit très cher par rapport à l'Asie, qui elle aussi utilise des technos importantes, il faut qu'on soit encore meilleur qu'eux, qu'on soit plus efficace qu'eux. Donc l'usine 4.0, c'est un espèce de condensé de toutes ces choses-là qui font que demain, on a des panneaux solaires, je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée de l'usine, des choses comme ça. Ça doit devenir un site qui va être capable... À l'optimum, ça va être presque des centres autonomes de production. Et aujourd'hui, le bâtiment de Pincran, c'est un super site pour ça, quoi. Il a été conçu, il n'est pas tout neuf, il a 8 ans, mais il était vraiment en avance sur son temps. Vous avez pu voir, c'est très lumineux. Ouais. On utilise de la LED partout. C'est assez rigolo, parce qu'aujourd'hui, on voit que les prix de l'énergie sont en train d'exploser. Le but, c'est de faire en sorte, même si ça explose, finalement, de réduire les factures énergétiques. Et finalement, c'est dans la contrainte qu'on arrive à devenir inventif et intelligent. Donc, voilà.
Tu nous disais que vous étiez à peu près une trentaine de salariés actuellement et vous prévoyez de doubler votre effectif en 2022. Comment est-ce qu'on gère une telle croissance ? Alors, on prévoyait de doubler l'effectif en 2022. Je ne sais pas si on le doublera cette année pour des raisons économiques. Économiques, il y a une guerre en Ukraine, il y a des élections, il y a une morosité avec une inflation qui est assez haute. On a fait une très très forte croissance l'année dernière, depuis 300%. Depuis le début de l'année, on a quand même une croissance de plus de 30%, donc c'est pas si mal que ça. On va dire qu'on s'en tire même très très bien là-dessus. Comment on gère de la croissance ? C'est compliqué à gérer de la croissance parce que ça demande plein de choses. Il faut être capable de recruter déjà, de recruter les bonnes personnes, être capable de recruter. Alors nous, pour le recrutement, je disais, c'est pas compliqué, ça devient de plus en plus compliqué forcément, plus la boîte grossit. Mais on a une très bonne image de marque par rapport à ce qu'on fabrique derrière. Donc déjà, on a un moyen d'attirer les gens. C'est plus facile que dans certaines industries de venir travailler chez Folland & Co parce qu'il y a des gens qui sont passionnés par ce qu'on fabrique. Donc déjà, ça leur donne un sens. Et aujourd'hui, je crois que la plupart des gens qui viennent travailler, c'est plus seulement un salaire ou des choses comme ça, c'est qu'ils cherchent aussi un sens à leur travail. Donc si on est capable d'ouvrir un sens, un lieu de travail qui est assez agréable, des horaires de travail, forcément des salaires qui sont aussi qui sont sympas aussi. Le but, c'est d'arriver à ça. Après, la croissance aussi, ça pose de soucis pour les entrepreneurs, rien que les histoires de BFR. BFR, besoin en fonds de roulement. Ouais, exactement, forcément. À un moment donné, c'est plus vous vendez, plus il faut faire de stock, plus il faut embaucher du monde, donc plus les encours deviennent importants. Donc, c'est pas si facile que ça à gérer la forte croissance. C'est intéressant sur le papier, mais on peut se casser la gueule avec une boîte en forte croissance, on peut se casser la figure. Et puis l'idée, c'est aussi de rester maître un peu de son destin, donc c'est pas forcément d'aller avoir recours à des investisseurs tous les 2 minutes non plus. Donc il faut bien gérer, mais bon, je pense qu'aujourd'hui on le fait bien, et puis voilà. Et donc par rapport à doubler l'effectif, depuis le début de l'année, on en a quand même embauché 6, je crois, donc c'est pas si mal que ça, on va dire quand même. Effectivement. Voilà, on verra bien, on comptera ça à la fin de l'année, mais bon, pour l'instant on continue à croître. On a pas mal embauché dans le marketing, voilà. C'est-à-dire que, vous voyez, quand une boîte grossit, c'est-à-dire que oui, on a de la prod qui augmente, mais on ne va pas seulement embaucher des gens à la production, il faut aussi embaucher des gens aussi pour développer l'image et toutes ces choses. Et justement, comment tu as fait pour construire une aussi bonne marque employeur ? J'en sais rien, c'est mon côté sympa qui fait que ça ressort. Non, après je suis pas tout seul. Moi j'ai une gouvernance dans la boîte qui est vraiment... tout le monde a son mot à dire chez Folland & Co. C'est l'idée, c'est par exemple, c'est rigolo, on bosse avec Antonin aujourd'hui, qui sont plus jeunes, qui sont un peu dans le market, voilà. Vous voyez, vous l'avez dit, on est arrivé ici, il y a des jolis fauteuils, ça fait partie de la chose, on a commencé à mettre des plantes vertes. L'idée, c'est que les gens se sentent bien, donc c'est aux gens d'apporter des solutions, c'est pas à moi. Moi, je suis là pour faire un peu chef d'orchestre de tout ça. Après, c'est vraiment aux salariés, aux collaborateurs d'apporter les solutions, de les mettre en œuvre. Tu en parlais dès le début de l'entretien, et puis on en a discuté aussi quand on faisait le tour des locaux. Le Made in France, c'est une des valeurs fortes de Folland & Co. Là, pour l'instant, vous avez encore une partie de la production qui est à l'étranger, donc notamment pour tout ce qui est planches. Il y a une partie qui est fabriquée en Tunisie et pour les voiles, une partie en Chine. Ton but, tu le disais, c'est de relocaliser encore davantage la production. Quelles sont les difficultés à surmonter dans ce type d'opération quand on relocalise une production comme ça ? J'imagine que ça ne va pas être d'une simplicité enfantine. Non, c'est pas une simplicité. Quand on a créé la boîte en 2016, on a dit qu'on se casserait la gueule à vouloir monter une chaîne de production de carbone imprégné. Je suis assez con et têtu pour avoir démontré le contraire. Ouais, il y a des choses parfois qui paraissent compliquées à fabriquer. Les planches, c'est un sujet qui nous intéresse parce qu'on travaille dessus depuis pas mal de temps. On est en train de développer des technos qui sont intéressantes. On est en train de pallier aussi vers quelque chose plus axé développement durable. Là, aujourd'hui, on produit des flotteurs avec des pains de mousse. Même si, entre guillemets, on a une image un peu green dans le milieu du surf, de la planche et tout ça, mais finalement, on fait des objets qui ne sont pas terribles en fin de vie, même s'ils peuvent durer longtemps. Donc, on est en train de réfléchir à ces choses-là. Moi, je suis très chauvin sur le développement de ma région, à Bretagne, Finistère, ce que vous voulez, ou de la France, mais je préfère faire bosser des gens ici en local, donner de la valeur ajoutée. Ma grosse fierté ici, c'est d'avoir une équipe et de voir des gens qui au fur et à mesure des années, qu'on s'est créé, qui vont acheter une maison dans le coin, qui commencent à avoir des familles qui arrivent. Pour moi, c'est vraiment mon leitmotiv dans cette boîte. Donc après, pour relocaliser, c'est une petite aparté, mais pour relocaliser une production, en effet, l'idéal... En plus, depuis quelques années, depuis 2 ans, avec les problèmes d'approvisionnement, de transport et tout ça, tout ce qu'on est capable de maîtriser ici, c'est un luxe.
C'est un luxe énorme. Ouais. C'est-à-dire que nous, on est capable de vendre parfois du matériel, sur les foils notamment, nos concurrents, ils n'ont rien à vendre, quoi. Et nous, ça déroule parce qu'on maîtrise complètement la chaîne d'approvisionnement, la chaîne de production, du moule à la pièce finie, et voilà, c'est un super luxe. Donc pour la planche, on a envie d'y arriver, et on va y arriver. Pour les wings, c'est un petit peu différent, parce que ce sont des technos vraiment, vraiment très particulières que je ne maîtrise pas. Une planche, c'est du composite. Une wing ou une voile, c'est de la couture sur du tissu, c'est pas vraiment ma grande spécialité, mais je m'y intéresse fortement, donc je dis pas que ce sera pas impossible à faire, et on fera tout pour ramener. Mais l'objectif, ici à 2-3 ans, c'est d'être capable de rapporter 80% de la production ici, ouais, très sérieux. Et je vais m'y atteler pour qu'on y arrive. Est-ce que la relocalisation de la production s'accompagne forcément d'une augmentation du prix de vente ? Pas du tout. En fait, on a vécu dans un mirage depuis 20 ans où c'était une facilité d'acheter des produits en Asie. Pas dire la Chine, ou les pays encore moins chers que la Chine. Mais non, pas du tout. Aujourd'hui, je pense qu'on est moins cher que nos concurrents. Aujourd'hui, on a des marges de production qui sont très très correctes sur le site. Et ça nous force à réfléchir, c'est intéressant. Avant, on faisait un design, on allait voir 2-3 usines chinoises, on faisait 2-3 devis, on remplissait des containers au maximum pour pouvoir minimiser le coût de transport. En fait, c'était presque plus du boulot de logisticien de faire des produits là-bas qu'autre chose, quoi. Alors qu'aujourd'hui, on réfléchit en techno, quoi, et la valeur ajoutée, elle est énorme. C'est monstrueux. Donc non, et puis à force de réflexion, à force de faire attention à ce qu'on fait, en modernisant, voilà, vous avez pu voir, il y a beaucoup de machines numériques ici. On customise les machines numériques, on les met en open source, on a du robot, là, on a acheté des robots qui arrivent ici aussi. Voilà, c'est de la machine, mais ça crée de l'emploi, quoi. Ça bouffe pas les emplois, ça crée de l'emploi parce qu'en fait... ce que je veux, c'est que les salariés fassent de la valeur ajoutée, point, c'est tout. Les machines, ils vont faire le sale boulot, et puis les salariés font la valeur ajoutée, et la valeur ajoutée, ça se paye. Donc non, on est capable de faire des objets ici en local qui coûtent moins cher qu'en Asie. Surtout le prix des conteneurs en ce moment, mais même sans le prix des conteneurs. Au sein de Foil & Co, vous avez développé 4 marques, donc, qui sont AFS, AHD, Sea Lion et Nasquel. Est-ce que tu peux nous expliquer la raison d'être de chaque marque ? Pourquoi est-ce que vous avez créé des marques pour chaque activité et non pas une bannière commune qui est Foil & Co? Alors je ne suis pas le grand spécialiste, on aurait dû demander ça à Guilin, qui est mon associé, mon DG, qui est gros spécialiste du marketing, qui n'était pas là à l'époque. Alors pourquoi ça s'est fait comme ça ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a fait une fusion-acquisition en 2018, une boîte qui s'appelait Triden, et en fait qui gérait les marques AHD, Nasquel et Sea Lion. Donc voilà, donc ça nous permettait, entre guillemets, d'acquérir aussi un carnet de commandes et un réseau. Donc en fait, il y a une marque qui s'appelle Nasquel, qui est tournée autour du paddle. Là, aujourd'hui, c'était paddle rigide, spécialisé principalement dans le paddle de vague. Donc c'est vraiment une clientèle à part entière. C'est des gens qui font que du paddle de vague. Donc voilà. Sea Lion, c'est un hybride, donc ça, c'est un concept qui est un petit peu particulier. Et AHD, c'est une marque de planche à voile qui existe depuis plus de 30 ans. Donc c'était assez compliqué de devoir changer. Puis il y a la marque la plus jeune, qui est la plus grosse chez nous, c'est AFS, qui tourne tout autour du foil. C'est-à-dire la fabrication des foils en eux-mêmes, aussi des planches de foil, et des voiles aussi, qu'on fait à côté. Donc c'est la marque qui se développe le plus, qui est la marque la plus grosse. La seule chose que je peux dire, c'est que d'avoir 4 marques, c'est un peu compliqué à gérer pour une structure de la taille de la nôtre. Voilà, ça c'est clair et net. Mais aujourd'hui, la marque sur laquelle on appuie le plus, c'est AFS, voilà, pour être très clair. Parce que c'est celle qui fonctionne le plus, c'est celle qui se développe le plus. Alors pourquoi on n'a pas appelé ça Foil & Co ? Parce que on aurait pu appeler ça Foil & Co, mais je suis tellement nul en marketing qu'on a décidé de garder les 4 marques. Et puis voilà. Et le problématique, c'est changer le nom d'une marque aussi, parce qu'il y a des gens qui se sont appropriés ces marques-là et ces produits-là, c'est un côté dangereux. Mais bon, j'ai embauché Guilin, qui est mon DG, qui a un énorme background en marketing international, qui maintenant qui est sur le dossier, qui gère ça à la perfection. Donc c'est ça aussi le développement d'une boîte, c'est de s'entourer de mecs très compétents, très intelligents et qui font mieux le boulot que vous, parce qu'on ne peut pas être bon partout. En 2019, vous pensiez que Foil & Co ne passerait pas l'année, et non seulement vous avez passé l'année, mais en plus votre activité a connu un large succès. Qu'est-ce qui a conduit à ce retournement de situation ? Alors, en 2019, on a créé Foil & Co. En 2016, on était en mode start-up. En 2016, créer une start-up industrielle pour relocaliser la production, je vous assure que ce n'était pas à la mode. C'est extrêmement à la mode en 2022, on n'entend parler que de ça. Relocaliser. En 2016, quand vous allez voir un banquier, vous dites, tu veux pas plutôt monter une boîte d'informatique ou un truc comme ça. Enfin, c'est vrai, vous en rigolez, mais
de dire, voilà, on va faire, parce qu'il y a quand même, vous avez fait le tour de la boîte, il y a un peu d'investissement en machine, en machin, effectivement. tout ça. Ça coûte plus cher qu'acheter un ordinateur et de mettre ça dans une espèce de coworking, dans un incubateur. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait, c'était un projet de créer l'entreprise, j'avais un associé, Thierry, qui est parti à la retraite depuis l'année dernière. On s'était dit, on va développer la boîte au maximum. L'idée, c'était pas de lever des fonds tout de suite, parce que j'avais une expérience déjà d'une levée de fonds. J'ai fait une levée de fonds, j'étais passé de 70% des parts de capital à 0,1%. Bon, bref, voilà. Donc, l'idée, c'était un peu, on va bloquer sur les fonds propres avec de la dette bancaire, de pousser ça au maximum. Puis 2019, ça a été une barrière. Déjà, on arrivait entre guillemets un peu au bout de notre concept, donc on est prévu de faire une levée de fonds à ce moment-là. On avait commencé à décrocher, mais le temps que ça se mette en place, Et fin 2019, il faut quand même imaginer que la situation en France était assez catastrophique. C'était avant le Covid, je sais pas, mais il y avait les gilets jaunes et tout ça, donc c'était... d'un point de vue économique, c'était assez rock'n'roll. Alors nous, on vend via un réseau de revendeurs, mais je prends un exemple. Il y avait un magasin qui s'appelle New Way à Nantes. Il était sur le rond-point avant Atlantis. Bon, voilà, tous les week-ends, il y avait des mecs qui brûlaient des palettes faisant des barbecues avec des gilets jaunes autour de sa boutique. Donc c'était un peu compliqué, si vous voulez, à faire du business dans ce moment-là. Ouais, ça donne pas très envie d'aller acheter, effectivement. Ça donne pas, donc vous arrêtez tout. Et ouais, ça a été complexe. Et puis, c'était toujours pareil dans les entreprises. On a fait ça, ça monte, ça descend. On savait que c'était une zone charnière. Et après, il y a eu le confinement et on était pas mal soutenu par BPI. On a fait notre levée de fonds et puis là, on a eu les moyens de nos ambitions. Et bien, paf, et après, ça a décollé. Voilà, c'est l'histoire du business. Ça m'a fait quelques cheveux blancs, un ulcère, tout ce que vous voulez. Mais bon, voilà, c'est la dure vie du chef d'entreprise. C'est jamais un long fleuve tranquille qui se déroule tranquillement. La levée de fonds, justement, vous l'avez fait en 2020 auprès de Mer Invest et de Braze Invest PME. À quoi vous a servi cette levée de fonds ? Qu'est-ce que ça a permis ? Plein de choses. Déjà de rassurer nos amis banquiers. Une fois que c'est fait, parce que la levée de fonds, tant qu'elle n'est pas faite, c'est ça. D'ailleurs, c'est une petite chose. Je donnerais conseil parfois quand on parle de start-up ou d'entreprise. Je dis attention, quand on lève des fonds, il ne faut pas forcément le dire à tout le monde parce que tant que c'est pas fait, ça peut être compliqué en relation. Mais bon, bref, ça s'est fait. Et je tiens à les remercier parce que ça s'est fait en plein milieu du confinement. Donc le jour, je crois que c'était en mars quand on a annoncé le confinement, je me dis tiens, ça va tomber à l'eau. Je voyais déjà, ça tombait à l'eau pour les 3/4 et finalement ils ont dit maintenant on a confiance en votre projet, on veut continuer avec nous. On a investi dans du matériel, on a investi dans de la communication, on a investi dans beaucoup de choses. Ça nous a permis d'être beaucoup plus tranquille. De toute façon, une entreprise, le problème c'est que de toute façon, le nerf de la guerre, c'est toujours pareil, c'est la trésorerie. Bien sûr, ouais. Si vous avez plein d'idées mais que vous n'êtes pas capable de la mettre en œuvre ou pas capable de faire un plan de com, ça fonctionne pas, quoi. Donc et c'est ça qui nous a permis d'exploser, avec aussi les gens qui se sont rendus compte qu'il y avait des superbes extérieurs, que c'était super chouette d'aller sur l'eau, que le foil c'était le sport le plus intéressant de la planète, voilà. Du coup, t'es pas que chauvin sur la partie territoriale, t'es aussi chauvin sur ton sport de glisse. Non, mais de toute façon, c'est le rêve de tout le monde, de pouvoir voler. Voler sur l'eau, c'est vraiment fantastique. Je suis pas chauvin, mais par exemple la wing, ce nouveau sport là, qui donne un accès quand même un peu plus facile aujourd'hui, c'est quand même un des sports où on voit il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais pratiqué un seul sport nautique, qui n'ont pas fait de voile, qui n'ont pas fait d'optimisme, qui n'ont pas eu leur père qui les a amenés sur un bateau, et qui se mettent à ce sport-là. Parce qu'ils ont vu ça, et c'est un succès, c'est succès garanti, quoi. Tester, c'est approuvé, quoi. Et ça rend les gens accros, les gens sont malades après avec ça. On observe de nouvelles formes de transport maritime, comme le voilier cargo de Grainsail par exemple. Est-ce que le foil peut être un vecteur pour le développement de nouveaux modes de transport ? Ouais, moi je félicite tous ces projets là, Grainsail, Tote, ou toutes ces choses-là qui se développent là. De toute façon, on voit bien en plus là avec le gasoil à 2,50 €, parce que les énergies, là il y a une crise en Ukraine, mais il faut quand même, ça fait des années qu'on sait que ça va devenir de plus en plus cher. De toute façon, on sait qu'il faut qu'on arrête d'utiliser de l'énergie fossile, et la voile est un vecteur qui est fantastique pour faire du transport de marchandises. Il y a des marchandises qu'on a besoin de transporter rapidement, mais il y a des marchandises qu'on n'a pas besoin de transporter rapidement. C'est l'exemple de Grainsail, le chocolat, le café, le pinard aussi. Il y a des moments comme ça où on peut prendre un peu plus de temps à le transporter. Bref. Est-ce que le foil va pouvoir nous aider à le transport maritime ? Alors, oui et non. Le problème du foil, c'est un peu comme les avions. Un foil, ça fonctionne avec des engins qui sont relativement rapides et légers. Donc si vous me dites on va mettre un pétrolier ou un porte-container à foil, ça ne marchera pas, quoi. C'est comme si je disais, est-ce qu'on est capable de faire un camion volant qui va à 40 km/h ? Ça doit être possible physiquement en mettant des ailes de 2 km de long, mais ça n'a strictement aucun intérêt.
Par contre, là où ça peut être intéressant sur l'hydrofoil, et je reste persuadé que le gros avenir de l'hydrofoil va passer par le motonautisme, plus que par la voile. Aujourd'hui, on fait des bateaux de course, on fait des planches à voile, des choses comme ça. Parce qu'un hydrofoil, et c'est ma spécialité, je le connais parce qu'on a des protos ici, un hydrofoil sur un bateau à moteur, ça permet d'avoir une réduction de la consommation d'énergie de l'ordre de 50%, à vitesse équivalente, sur des vitesses relativement rapides et intéressantes, et avoir un passage à la mer qui peut gommer complètement l'action des vagues, quoi. Donc je pense que ça peut avoir des actions très intéressantes dans du transport à passagers rapide ou de petite taille. On pourrait imaginer des taxis, des choses comme ça. D'ailleurs, certains projets ont été développés comme ça, de manière un peu rocambolesque, mais bon, il va y avoir beaucoup de choses. Et dans le nautisme aussi, dans la plaisance, on va avoir beaucoup de choses. Mais si vous voulez aller d'un point A à un point B relativement rapidement, sans être soumis aux effets de vagues, sans consommer trop, le bateau à foil va pouvoir être une solution. Et pourquoi pas l'équiper de propulsion électrique aussi, si on ne veut pas trop de bateau, que c'est pas trop lourd. Un foiler, c'est comme un avion. Ça doit quand même rester relativement léger et être capable d'opérer à vitesse assez grande, quoi. On va revenir un petit peu sur ton parcours professionnel. Tu le disais, tu n'es pas à ta première boîte. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots quelles ont été tes différentes expériences de création d'entreprise ? Ma première boîte, donc, c'était le bureau d'études TLB Architecture Naval, qui était monté à 17 ans, jour pour jour aujourd'hui. C'était un 1er avril, donc c'est une date assez marquante, parce que tout le monde me disait, 1er avril, créer une boîte, c'est bien. Dans laquelle j'opérais jusqu'en 2016, jusqu'à la création de Foil & Co, où j'ai voulu basculer sur autre chose. Donc là, c'était un bureau d'études dans lequel je dessinais des bateaux. En tant qu'architecte naval, j'ai dessiné un paquet de bateaux qui allaient du petit bateau de pêche au gros motor yacht, en passant par quelques beaux voiliers, et surtout les séries que j'ai fait pour le numéro 1 mondial de la plaisance, qui était Beneteau. Donc voilà, c'était un métier passionnant, j'étais passionné de ça, c'était vraiment quelque chose de super chouette. J'ai basculé sur Foil & Co, non pas parce que j'avais plus de boulot là-dessus, c'est parce que j'avais envie vraiment de faire autre chose, c'était ma crise de la quarantaine, pour passer au sujet Foil & Co, et je regrette absolument pas. Entre-temps, on avait créé une boîte aussi qui s'appelait E3H en 2008, je crois, sur les bateaux électriques. Donc voilà, on avait déjà cet objectif de faire des bateaux électriques, c'était un peu précurseur. Donc cette boîte-là, je l'avais créée, je l'avais menée, on avait fait une levée de fonds, puis après je m'en étais un petit peu éloigné, parce que pour des raisons principalement de gouvernance, mais bon, il y avait un sujet qui était vraiment intéressant, qui était le bateau électrique, et puis cette boîte-là s'est arrêtée parce qu'il y a eu un accident avec un parc batterie qui a explosé dans un bateau. Et donc ça a mis fin à l'histoire de la boîte. Bon, je n'étais plus aux commandes de la boîte, mais bon, c'est dommage, parce que je pense qu'il y a un avenir. Le bateau électrique est en train de repartir pas mal, peut-être probablement un peu trop en avance. Et après, j'ai eu des petites aventures où je filais des coups de main à des copains sur des boîtes d'informatique, des choses comme ça. Mais en gros, les 3 principales boîtes que j'ai créées, c'était TLB, E3H et maintenant Foil & Co. Ouais. Justement, je rebondis, il y a une notion qui est importante quand on crée une entreprise, c'est le time to market. En gros, c'est être au bon moment, au bon endroit avec le bon produit. Là, les bateaux électriques, ça fait 15 ans, effectivement, c'était pas du tout développé. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un essor de l'électrique dans le transport, alors que ce soit dans la voiture pour les particuliers, mais il y a des essais qui sont assez concluants sur les avions. Le bateau électrique, pour toi, c'est l'avenir ? Non. alors, moi, je roule en voiture électrique et tout ça. En fait, la grosse problématique de l'électrique, oui, ça peut être de l'avenir sur certains types d'objets. En fait, le souci de l'électrique aujourd'hui, le développement d'électrique est principalement lié au développement des batteries. Je vais rentrer un peu dans le technique. Les batteries aujourd'hui, lithium, pour ne pas les citer, qu'elles soient phosphate de fer, lithium-ion, tout ce que vous voulez, en fait, ce sont des objets qui doivent être sollicités assez fréquemment. Et le problème d'un bateau, c'est que vous l'utilisez en plaisance. Si c'est pour avoir un bateau, vous l'utilisez une semaine et le laisser à l'arrêt pendant 6 mois de l'année, c'est pas terrible pour des parcs batteries, voilà, tout simplement. Donc ça pose 2 ou 3 petits soucis. Il y a l'approche du prix aussi, vous êtes capable d'avoir un parc batterie. Donc oui, ça va être possible, je pense que ça va avoir un avenir dans du professionnel, dans du taxi, dans du bateau de transport à passagers, oui, ça c'est certain. Dans la plaisance, j'en sais rien, j'ai ce petit côté qui me dit que si c'est pas utilisé, ça risque de poser des problèmes. Donc voilà, mais le time to market, oui, le premier bateau qu'on avait présenté, qui était au Donata, qui était un trimaran assez futuriste, électrique, on était un peu en avance sur le truc, quoi. Mais bon, c'est intéressant d'être en avance aussi, ça permet de montrer que derrière on est capable de faire des choses, mais en effet, il ne faut pas être trop en avance. C'est pas les erreurs de jeunesse, c'est toujours des expériences, ou soit il faut être en avance, avoir des moyens colossaux pour être capable de montrer qu'on est en avance, c'est l'exemple de Tesla. Sauf que je n'ai absolument pas les mêmes moyens qu'Elon Musk, je n'avais pas vendu eBay avant, donc voilà. On apprend tous les jours. Tu as créé 3 entreprises, donc on se demande forcément d'où te vient cet esprit entrepreneurial.
J'en sais rien, mon père est toujours chef d'entreprise, hein, il travaille toujours à 78 ans, donc ça vous donne une idée, il a monté ses boîtes. J'en sais rien, aujourd'hui j'ai toujours fait ça comme métier, donc des fois je me dis, tiens, j'aimerais bien être salarié pour être tranquille, avoir mes week-ends à penser à autre chose qu'à ma boîte. En tout cas, moi, ça me plaît le développement, des fois ça me gonfle, parce que je trouve ça fatigant, parce que c'est stressant, et que des fois on aimerait bien penser à autre chose, mais je pense qu'avec la maturité, aujourd'hui, la chose la plus importante pour moi, c'est ma famille. J'ai 4 enfants, donc vous voyez, j'ai quand même quelque chose avec un petit dernier de 1 an, donc vous voyez, ça va être 14 ans à 1 an, donc je suis quand même bien occupé par ça. Des fois, les gens me disent, est-ce que tu as du temps pour toi? Oui, j'ai beaucoup de temps pour moi, je prends du temps, je vais souvent naviguer. Alors, on peut dire que ça fait partie de mon métier, d'aller sur l'eau, ce qui est vrai en plus, mais je prends toujours autant de plaisir à y aller. Et je pense qu'aujourd'hui, avec un peu de maturité, on est efficace quand on a l'esprit libre. Donc ça ne sert à rien de se foutre dans le jus, dans le gaz. Des fois, on est souvent dans le gaz, dans le jus. Donc c'est passionnant d'être chef d'entreprise, c'est passionnant, on a des projets quand ils se développent. Ça l'est moins quand c'est compliqué, parce qu'on a quand même, dans le développement du boîte, on a toujours, en fait, le rôle du chef d'entreprise, c'est de passer son temps à gérer des problèmes, hein, on va pas se leurrer, même quand tout se passe bien. Donc, voilà. Mais bon, au fur et à mesure que le temps, je pense qu'on se forge, quoi. Et puis on arrive à regarder seulement le bon côté des choses au moment, sinon ça fait longtemps qu'on arrêterait de faire ces boulots-là. Quel serait ton conseil pour un entrepreneur ou une entrepreneuse qui voudrait se lancer dans une activité en lien avec sa passion? Comme tu l'as fait toi au final, quoi. Oui, on pourrait poser la question de cette façon. Quel conseil donnerais-tu aux jeunes Tanguy? Alors, déjà, le conseil, moi je dis, c'est que vu qu'on vit qu'une fois, enfin, à ma connaissance, ce serait bien si on pouvait vivre plusieurs fois, mais j'irais dire aux jeunes, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs idées, la première chose. Donc si ça doit passer par une entreprise, qu'ils y aillent. Je n'arriverais pas à concevoir de faire, c'est un peu luxueux de dire ça, mais de faire un métier qui ne me plaise pas. Petit aparté, avant de prendre mes études d'architecte naval à Nantes, je faisais de la géophysique et j'avais un grand avenir tracé dans la géophysique. Et puis du jour au lendemain, je me suis dit, putain, c'est pas ça que je veux faire. Mon rêve, c'est de dessiner des bateaux. J'ai appelé mes parents pour leur dire que j'arrêtais mon cursus de géophysique et j'allais faire de l'architecture navale. Mon père m'a gentiment dit, bon ok, tu te démerdes pour faire, mais voilà, mais je regrette absolument pas ce choix. Après, je sais très bien que tout le monde ne peut pas se permettre de faire ce que je dis, mais alors c'est dur pour un vieux briscard comme moi maintenant, mais à dire ça pour un jeune, mais d'être à l'écoute dans ce qu'on dit, parce que parfois on fonce tête baissée, et puis c'est comme ça, puis c'est... Non, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même plein de structures en plus qui sont bien faites pour accompagner les jeunes là-dedans. Il y a des incubateurs, il y a des... Moi, j'ai été vachement aidé, je suis toujours aidé par le Technopole à Brest. Je ne suis pas toujours d'accord avec eux, mais bon, ça permet d'avoir des discussions. Après, j'ai fait un truc qui était fantastique, qui était fait par la région Bretagne et BPI, qui était Booster Bretagne, donc avec 16 chefs d'entreprise, des entreprises en très forte croissance bretonne. C'est fantastique quoi, de pouvoir échanger entre nous, parce qu'on a tous des problématiques, tous des trucs, on a tous vécu des expériences qui peuvent servir aux autres, donc faut pas hésiter à avoir un petit peu de réseau et échanger et être à l'écoute. Faut vachement être à l'écoute, en fait, un chef d'entreprise, ça doit être vraiment super à l'écoute, quoi. Il faut connaître ses trucs, il faut connaître son marché, il faut pas hésiter à poser des questions, se faire bien entourer, que ce soit par les partenaires institutionnels, que ce soit même les banquiers, les choses comme ça. Voilà. Mais moi, ça m'arrive de filer des coups de main, d'être très critique sur certains projets en disant c'est possible que ça marche, ou bien là, non, tu vas au carton, ça c'est déjà fait. Ouais, c'est important de dire la vérité aussi à quelqu'un qui a un projet, de ne pas le laisser s'enfermer dans un rêve qui est pas réalisable. Les contre-exemples de ça, c'est qu'à un moment donné, il y avait des incubateurs ou des maisons de start-up qui se montaient à droite à gauche, et autant il y a des projets, en effet, on pouvait avoir une possibilité de viabilité avec des idées qui étaient bonnes, avec des gens qui étaient sérieux. Hein. Une entreprise, ça tient aussi sur le chef d'entreprise. Hein. Ça marche parce que le mec à la barre, c'est toujours important, un créateur. Je dis pas ça parce que je suis créateur d'entreprise, mais quand on parle d'un fondateur dans une boîte, c'est super important, quoi. Parce que c'est lui qui va donner l'état d'esprit. Ouais. Quels sont tes prochains projets et défis à venir ? Je sais pas, de me calmer peut-être un peu. Non, le prochain projet, déjà, c'est d'asseoir la croissance de Fun & Co. Aujourd'hui, on est en train de se professionnaliser. Je ne dis pas qu'on était en mode start-up, mais là, on a une boîte qui se professionnalise d'un point de vue de tout. Ça va de l'ERP, par exemple. Enfin, c'est un sujet qui me vient à la tête immédiatement, mais voilà, on est en train de faire les fondations d'une boîte qui va encore continuer à se développer. Donc, il faut vraiment que ce soit quelque chose de solide pour pouvoir
accueillir des nouvelles personnes, des nouveaux moyens dans les années à venir. Donc ça, c'est le gros projet qui est assez passionnant. Mon projet qui me passionne en ce moment, alors je suis passionné par l'indus et le montage industriel, donc on parlait de planches, de flotteurs ici, c'est vraiment ce projet qui me passionne parce que plus on me dit que c'est compliqué à faire, plus ça me motive pour aller dans le tas et de démontrer que rien n'est impossible, donc ça on y va. La blog, c'est vraiment ce qui me passionne en ce moment, d'un point de vue technique. Et puis les autres projets, après, c'est de continuer à profiter et d'attendre le beau temps pour aller me balader et me refaire des petits tours de Bretagne à droite à gauche sur l'eau. Merci beaucoup Tanguy d'avoir répondu à nos questions. On arrive à la fin de l'entretien. Pour terminer, on a toujours un petit rituel autour de 3 questions qui permet en général à l'invité d'exprimer son chauvinisme ou sa passion pour la Bretagne. Quel est toi ton endroit préféré en Bretagne ? Quel est mon endroit préféré en Bretagne ? J'en ai tellement d'endroits préférés en Bretagne. Ça dépend de mon état d'humeur en fait. Non, j'adore la rade de Brest, je suis un amoureux de la rade de Brest, la rade sud, là, d'où je viens. Là. J'adore la presqu'île de Crozon, j'adore le pays Bigoudin, j'adore le Cap Sizun, j'adore la côte nord du côté de Brignogan. J'aime toute la Bretagne en fait. Non mais c'est vrai qu'on habite un coin qui est dingue, j'adore les monts d'Arrée. Je suis super chauvin pour dire que c'est la plus belle région du monde. Hein. Ça c'est pas être chauvin, c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité. Il y a un autre endroit que j'aime beaucoup, c'est la Corse. Ça fait longtemps que j'y suis pas allé, mais non. L'autre jour, j'étais en train de réfléchir à une question complètement bête. Je me disais, tiens, si on vivait 2 fois, qu'on était réincarné, j'espère que je serais en Bretagne, en fait. J'ai du mal à imaginer d'habiter ailleurs. J'aime pas trop les fortes chaleurs, j'aime bien la mer, j'aime bien l'esprit breton. Non, on habite un endroit qui est fantastique, qui est magnifique. Qu'est-ce que c'est pour toi être breton ? Déjà, je m'appelle Tanguy Le Bihan. Je pense que difficile de faire moins breton. 45 000 générations de bretons derrière moi, des gens qui viennent du milieu maritime principalement. Je sais pas, on est fiers de notre pays, on est des gens peut-être un peu bourrus de temps en temps, mais accueillants, on a le sens de la fête, on a le sens de la communication. Je pense que les Bretons travaillent, c'est un peuple travailleur. On est fiers de notre région aussi, on est prêt à la défendre. C'est le peuple parfait, quoi. Bon, je sais pas si c'est le peuple parfait, mais en tout cas, non. Puis les Bretons sont des gens accueillants. Ouais, on accueille même des Toulousaines et tout ça. Merci. Non, mais être breton, c'est de vivre la Bretagne. En fait, parfois je dis ça, c'est-à-dire que, alors je me souviens, premier confinement, souvenez-vous, des gens, il y a des trucs avec les mecs avec des bagnoles 75-93 dans leur maison de vacances et tout ça. Ici, j'en ai dans la boîte qui viennent d'autres régions, de Marseille et tout ça, mais qui vivent la Bretagne. En fait, les Bretons, c'est déjà les gens qui vivent en Bretagne, qui sont dynamiques en Bretagne et qui font bien breton. Enfin, on n'est pas forcément... On peut être breton sans avoir 15 générations de bretons derrière, quoi. Il n'y a pas de différenciation. Je pense que les gens qui vivent chez nous sont des bretons. Les gens qui aiment la Bretagne, on peut les considérer comme bretons, et puis voilà. Et dernière question, quelle est pour toi l'entreprise à suivre en Bretagne, l'entreprise qui t'inspire ? L'entreprise qui m'inspire en Bretagne Terre d'Embrun, la brasserie du bout du monde, N-Tech, toutes ces choses-là. Non, il y a des belles boîtes. Elles sont toutes belles, les boîtes. Ouais, il y a un beau développement chez mes collègues d'N-Tech, à Quimper. Là. C'est une sacrée aventure qu'ils sont en train de mener. Là. Je suis assez impressionné par ce qu'ils font. Là. Donc on va les rattraper avec Foil & Co. Petit défi à suivre. Merci beaucoup Tanguy. Pour nos auditeurs qui aimeraient discuter avec toi, est-ce que tu peux nous donner les réseaux sociaux de Foil & Co et le site internet ? Alors, le site internet c'est www.foilandco.com, foilandco.com, ça c'est assez simple. On est présent avec AFS Hydrofoil, toutes les marques HD, Nasquel, sur Facebook, sur Instagram, et on a des chaînes YouTube aussi. Et puis en général, on accueille les gens qui... Sur LinkedIn aussi, j'ai un compte sur LinkedIn, Tanguy Le Bihan, sur LinkedIn, vous me trouverez, et puis il y a un LinkedIn Foil & Co. Ouais. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Tanguy. Merci d'être venu, et à la prochaine. Un grand merci à Tanguy Le Bihan de nous avoir présenté Foil & Co. Nous espérons que cet épisode vous a plu également. Si vous souhaitez continuer cet échange avec Tanguy, vous pouvez retrouver les liens de son site et ses réseaux sociaux dans les notes du podcast. Merci à vous pour votre écoute, on se retrouve d'ici 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant,
Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter, ou sur notre site pleinphare-podcast.fr. N'oubliez pas de nous laisser un avis sur votre plateforme d'écoute favorite si l'épisode vous a plu. À très bientôt!